Dans cette vidéo, nous allons étudier enfin ce qu'est le potentiel électrique et la différence de potentiel. Alors l'énergie potentielle électrique n'est pas très pratique, puisque on va voir qu'elle change de signe avec le signe de la charge que l'on considère. Alors on va partir sur l'exemple qui est dessiné ici, à savoir deux plaques parallèles, infinies, uniformément chargées, donc portant une charge sigma, une densité de charge sigma, séparées l'une d'entre elles par une distance d. Et on sait que, enfin on a vu que dans ce cas, il existe un champ électrique E, perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative comme ceci. Ce champ valant d'ailleurs, je vous le rappelle, sigma sur epsilon 0, avec sigma la densité surfacique de charge. Et donc le champ est bien comme ceci. Donc si jamais on vient placer une petite charge Q entre les deux plaques, elle va subir une force. Si je viens placer une charge Q par exemple ici, n'importe où, ok. Cette charge Q va subir une force de Coulomb, une force électrique telle que F est égal à Q fois le champ. Mettons maintenant que l'on souhaiterait déplacer la charge Q d'un point A ici à un point B par exemple ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la variation d'énergie potentielle delta U, qui est égale à l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A, est égale à moins l'intégrale de F fois dl, comme ceci. On sait que F, c'est Q fois E, et donc on pourrait écrire moins l'intégrale de Q fois E fois dl. Alors, ici, je vais du point A au point B, dans mon exemple. Mais ce qu'on va faire, donc en suivant ici un chemin divisé par des petits vecteurs déplacement élémentaires que j'appelle dl, comme ceci, et qui subissent un champ E, qu'on voit ici. Pour simplifier un petit peu l'exemple, je vais vous proposer de placer ici un point intermédiaire sur la plaque négative, un point P, donc suivant l'horizontale entre A et P ici. Alors le point A, je sais bien que c'est pas extrêmement bien dessiné, mais il se situe vraiment bien sur la plaque, le point B est vraiment bien sur la plaque, et le point P est vraiment bien sur la plaque négative qui est là. Et donc, on peut décomposer le chemin qui va, donc le chemin AB, en faisant AP plus PB, comme ceci. Alors remarquons que le long du chemin AP, le produit E fois dl est collinéaire, hein, donc ça veut dire que l'angle entre les deux forme 0, et donc quand je vais calculer le produit scalaire de E fois dl, je vais simplement obtenir E fois dl fois un cosinus qui vaut 1 puisque l'angle vaut 0. Et ici, le produit E fois dl, on voit que E et dl sont perpendiculaires, donc avec un angle de 90 degrés, puisque entre le chemin ici pour aller de P vers B, eh bien, dl est orienté comme ceci et E est orienté comme ceci, donc ils sont bien perpendiculaires, et donc le produit des deux va valoir simplement 0. Et donc, on peut simplifier, remplacer le calcul de l'intégrale qu'on a trouvé ici, et dire que delta U, c'est donc égal à, alors, ici, donc Q ne dépend pas, donc il peut sortir, donc on va avoir moins Q, fois l'intégrale entre A et P, AB du coup, de E fois dl, et cette fois c'est plus vectoriellement, hein, puisque on a ça ici. Or, si j'intègre de A à P dl, donc les mini-vecteurs de longueur ici, pour aller de A jusqu'à P, eh bien je vais obtenir la distance D. Et donc on peut écrire que delta U, c'est égal à moins Q fois E fois la distance D. C'est d'ailleurs assez remarquable, hein, directement, de voir que que la variation, que la différence d'énergie potentielle delta U est la même, peu importe où je place A sur la plaque. J'aurais très bien pu placer A ici ou ici, B ici ou ici. Le résultat
tombe est le même, ok, la variation d'énergie potentielle est la même, ce qui veut donc dire que peu importe où je place le point A ou le point B, l'énergie potentielle de ce point-là est la même. Alors, remarquons quand même qu'est-ce qui se passe au niveau des signes de Q, parce que là j'ai pas regardé le signe des charges. Je vais repartir de ces équations qui sont ici. Si Q est plus grand que 0, donc si Q est positif, si on a une charge positive, on voit que la variation d'énergie ici, delta U, va être négative. Comme ceci. Et donc, ça implique que si delta U est négatif, que UA ici est plus grand que UB. Que UB est plus petit que UA. Par contre, si j'ai une charge qui est négative, la variation d'énergie potentielle ici devient positive, hein, puisque on voit bien que le signe moins ici va partir avec le signe moins de la charge Q. Et donc, si delta U est positif, ça veut dire que UB est plus grand que UA. Et donc, à chaque fois qu'on change le signe de la charge, le potentiel, l'énergie potentielle de la plaque va changer. Une fois, ça sera la plaque négative qui aura plus d'énergie potentielle. Tantôt, ça sera plus la plaque positive qui aura plus d'énergie potentielle. Alors, pour éviter ce changement de signe un peu désagréable, on va préférer utiliser ce qu'on appelle le potentiel électrique. Et on définit le potentiel électrique, un peu comme on avait défini le champ, en disant que le champ, c'était la force divisée par la charge. Et bien ici, on va définir l'énergie, enfin le potentiel électrique comme l'énergie potentielle par unité de charge. Donc si on veut connaître le potentiel à un point R d'une charge Q, on va définir son énergie potentielle comme on l'avait fait dans la vidéo précédente, et on va diviser ça par la charge Q. Alors, si c'est vrai pour les potentiels et les énergies potentielles en un point, c'est d'office vrai pour les variations d'énergie potentielle. Et donc, on pourra dire que la variation, ce qu'on appelle aussi la différence de potentiel, DDP, delta V, est égale à delta U sur Q. Alors, regardons maintenant ce qui se passe au niveau des signes des charges. Si j'ai Q qui est positif, j'ai toujours, par rapport à ici, delta U qui est négatif. Et donc, le rapport delta V, qui est égal à delta U sur Q, va être aussi négatif, puisqu'ici j'ai une quantité négative, ici une quantité positive, donc l'ensemble des deux est négatif. Et donc, si delta V est négatif, ça veut dire que VB est plus petit que VA. Maintenant, si j'écris que la charge est négative, delta U devient positive, mais delta V, lui, dans tous les cas, reste négatif, hein, puisqu'ici, j'ai un terme positif sur un terme négatif, donc ça me donne bien un terme négatif. Et donc, VB reste bien plus petit que VA. On en conclura donc que la plaque au potentiel le plus élevé, c'est la plaque positive. On définit du coup le potentiel électrique, on définit son unité. Hein. On voit que on a ce qu'on appelle des joules, puisque c'est une énergie par des coulombs, et des joules par des coulombs, on appelle ça des volts. Et donc c'est bien l'unité du potentiel ou de la différence de potentiel. Le volt, comme ceci. Alors on peut creuser un peu les relations qui existent entre potentiel et champ électrique, hein, puisque on sait ici que delta V c'est delta U sur Q. Or delta U on l'a défini comme étant moins l'intégrale entre deux plaques A et B de c'était Q fois E fois dl. Attention que on n'est pas obligé de travailler entre des plaques, hein, donc ici je vais laisser les vecteurs et laisser A et B et pas faire apparaître la distance D. Et tout ça divisé par la charge Q. Alors le Q qui est là dans l'intégrale peut sortir, il va se simplifier avec le Q qui est en dessous,
Et donc on pourra écrire que la variation, ou la différence de potentiel plutôt, VB moins VA, c'est égal à, et bien il restera, moins l'intégrale entre A et B du produit vectoriel, du produit scalaire, pardon, entre E et dl. Alors si jamais on cherche maintenant le potentiel électrique attribuable à une charge ponctuelle, eh bien si on décide de calculer du coup VR, donc ici on va calculer le potentiel dû à une charge ponctuelle. Alors je vais très vite dans la vidéo, mais faites des pauses, parce que sinon ça va être un peu compliqué. C'est parce que je me vois mal faire plusieurs vidéos pour expliquer tout ça, parce que tout se tient vraiment bien. Et donc c'est pour ça que je fais une vidéo dans laquelle je vais peut-être un peu plus vite. Et j'en suis désolé, mais vous avez la possibilité de mettre pause, alors qu'en classe c'était pas le cas. Donc profitez-en pour mettre pause quand vous avez envie de faire une pause. Donc je reviens sur mon potentiel V d'une charge ponctuelle située à une distance R d'une charge Q2. Donc ça veut dire que j'ai une charge Q2 par exemple ici placée dans l'espace, et je voudrais connaître le potentiel en un point M ici, situé à une distance R de la charge Q2. Ok, c'est ça que je veux faire. Puisque la charge Q2 produit un champ électrique autour d'elle, et créant ce champ électrique autour d'elle perturbe son milieu. Alors c'est une bonne perturbation, c'est parce que elle perturbe son milieu. Et donc, comme elle crée une énergie potentielle autour d'elle, enfin comme elle crée un champ, elle va créer des forces conservatives auxquelles on peut attribuer une énergie potentielle et donc auxquelles on peut attribuer un potentiel. Et donc on se propose de calculer ici le potentiel en un point M, donc distant d'une distance R par rapport à la charge Q2. Alors on sait que l'énergie potentielle qu'on peut attribuer, c'est donné par Q1, Q2 sur, alors il restait 4pi epsilon 0 fois 1 sur R, donc je vais mettre ici R au dénominateur. Si jamais ça c'est pas clair, faut retourner dans la vidéo précédente sur l'énergie potentielle. Comme on sait que VR c'est égal à U sur la charge, alors ici on veut diviser du coup par la charge qui ne nous intéresse pas, donc c'est-à-dire par Q1 ici, on va trouver que le potentiel VR pour la charge Q2 située à une distance R est donné par Q2 sur 4pi epsilon 0 fois R. Une dernière petite chose à savoir sur le potentiel et sur l'énergie potentielle. On sait que les énergies sont exprimées en joules. Néanmoins, quand on veut calculer les énergies des relations électroniques ou moléculaires ou atomiques, on se rend compte très vite que les énergies mises en jeu sont très très faibles, puisque c'est sur des électrons qui travaillent, sur des distances assez courtes, et donc les énergies promènent beaucoup des puissances de x, enfin des puissances de 10 très faibles. Et du coup, pour simplifier un peu les calculs, on a défini une énergie particulière qu'on appelle l'électronvolt. Alors l'électronvolt, c'est une unité d'énergie et on définit l'électronvolt comme l'énergie cinétique acquise, c'est l'énergie cinétique acquise par un électron qui serait accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. C'est une énergie acquise par un électron qui serait accéléré par une DDP de 1 volt. Dès lors, on dira que 1 électronvolt, c'est égal à, donc, la charge d'un électron, 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, multiplié par l'accélération qui subit, donc une différence de potentiel de 1 volt, ici, par 1 volt. Et donc, 1 électronvolt, ça va valoir 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. J'avais utilisé cette unité assez particulière dans l'exemple du calcul d'une accélération entre deux plaques
pour un électron dans un tube cathodique. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à assimiler en même temps. Donc la première étape, c'est déjà de comprendre ici pourquoi est-ce que travailler avec l'énergie potentielle n'est pas pratique en électricité. Bon, on a vu que c'est parce que ça changeait de signe en fonction de du signe de la charge, c'est pas pratique. Du coup, on a défini ce qu'on appelait le potentiel électrique comme étant la différence d'énergie, enfin, comme étant l'énergie potentielle par unité de charge, ça s'exprime en volts. La différence de potentiel delta V, c'est aussi en volts, forcément. Du coup, on a remarqué que peu importe le signe de la charge, la plaque positive était toujours celle au potentiel le plus élevé. On a ensuite calculé le potentiel dû à une charge ponctuelle. Du coup, quand on a une charge Q2 placée dans l'espace, que vaut le potentiel, par exemple, en un point M distant d'une distance R de cette charge Q2. On a trouvé la relation qui est là. Et enfin, on a défini ce qu'était un électron-volt. Donc, c'est une unité de mesure pratique pour définir des énergies au niveau atomique ou moléculaire, où les niveaux d'énergie sont très bas, et pour promener des 10 exposants moins 19 partout, et donc pour alléger un peu l'écriture. Voilà, donc c'était ici la dernière vidéo sur notre chapitre de l'électrostatique. C'est aussi ici que s'arrête pour vous, premier ingénieur, le cours, en tout cas pour cette année, vu les conditions sanitaires actuelles. Et donc, bon courage pour l'étude. Je reviendrai avec des vidéos pour les exercices, pour pas vous laisser dans le flou, mais en tout cas au niveau de la théorie, c'est tout pour le moment. Et je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt!